Bonjour à toutes et à tous. Donc sur ce nouveau Cross Meetup, donc qui tient avec GDG Lille, DevOps Lille et également Clone Nord et Hippon Lille. Donc ce Meetup aura donc pour sujet Kubernetes et donc surtout la sécurité au sein de vos clusters Kubernetes. Ce sera présenté donc par Denis Germain qui pourra se présenter donc dans quelques instants. Avant ceci, quelques informations pour les meet-up, notamment DevOps Lille. Nous aurons un nouveau meet-up le 17 juin à partir de 17h30 sur un sujet Ansible. Donc les informations viendront d'ici la semaine prochaine. On vous rappelle également que Clone Nord édition 2021 donc arrive les 7 et 8 octobre prochains, que le Call for Paper est toujours ouvert pour vos différents sujets. Donc si vous avez envie d'être speaker, de présenter quelque chose autour de la thématique du cloud, du Green IT notamment, n'hésitez pas à nous suivre sur la page LinkedIn ou sur notre site internet clonenord.fr. Donc, en termes de nouveautés et d'informations, je pense qu'on est bon. Je check juste si tout le monde entend bien dans le chat et que tout est good. Ça me semble parfait. Donc, je vais laisser Denis entrer sur scène. Si Maxime en régie, tu peux faire le nécessaire, s'il te plaît. Ok, ok, super. Bon, j'espère qu'on n'a pas son 600 cette fois-ci. Déjà, je voulais remercier tout le monde côté Orga d'avoir accepté mon talk. Ça me fait très plaisir de pouvoir présenter un petit peu les petites blagues sécurité, hein, autour de Kubernetes. Promis, ce talk est garanti sans blague sur les chocolatines, puisque j'habite Bordeaux. Donc, si la première slide veut bien passer. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Denis Germain. Je suis senior SRI chez Deezer. Je suis aussi auteur sur le blog zwindler.fr que je tiens depuis une douzaine d'années, dans lequel je parle de tech, de mes petites bidouilles, un petit peu de droit du travail aussi. Je vous ai mis mes handles Twitter, mes centres d'intérêt. Et point intéressant, si jamais vous voulez suivre, les slides du talk sont disponibles sur le blog. C'est intéressant parce que je mets plein de liens partout. Donc, si vous voulez dig sur des sujets en particulier, n'hésitez pas. Les slides, il y aura les liens dedans. Une slide un petit peu obligée. Je suis sûr que vous connaissez tous le service de streaming en ligne Deezer qui m'embauche en ce moment. C'est un service qui a été créé en 2007. J'aime bien mettre des petits chiffres comme ça. On a 73 millions de titres, c'est colossal. On a 16 millions d'utilisateurs. Si vous voulez plus des infos sur la quantité de charge qu'on absorbe, on a 35 000 connexions par seconde sur nos frontaux. On a un très gros monolithe en cours de tronçonnage, ça représente 600 serveurs physiques et 6 pétaoctets de données. Voilà pour les chiffres. Moi, j'aime bien remettre un petit peu de contexte. Je cherche des collègues, je passe très vite. Je cherche un collègue pour rejoindre l'équipe dans laquelle je travaille, mais qui est plus focus réseau, des devs pour m'aider à faire scaler les environnements. Et plus encore, si vous voulez parler avec moi de ça, il n'y a pas de souci, je suis très gentil, on peut en parler. Voilà, maintenant que je me suis présenté, on peut rentrer dans le vif du sujet et on commence par un mensonge, parce que le titre de mon talk, c'est mon Kubernetes mine des bitcoins, et c'est pas vrai, parce que la plupart du temps, si vous faites trouer votre Kubernetes, ce sera plutôt du Monero qui tournera sur vos workloads. Le Monero, c'est une crypto-monnaie qui est plus, contrairement à ce qu'on pense, le Bitcoin, c'est assez peu anonymisé, surtout sur la partie transaction. Et le Monero est beaucoup plus apprécié par les hackers pour la raison de son focus important sur l'anonymité des transactions. C'est plus difficile de remonter les flux financiers. Ok, avant de commencer, je me sens un petit peu obligé, même si on va faire assez vite, parce que vous êtes pour la plupart des professionnels de l'informatique qui connaissaient bien cette partie Docker à minima et peut-être aussi Kubernetes en particulier. Qu'est-ce que c'est Kubernetes et Docker? En fait, donc les conteneurs Docker, c'est une technologie de conteneurisation d'applications
qui est sorti en 2013, qui utilise massivement les fonctionnalités qui sont déjà présentes dans le kernel Linux, donc notamment les cgroups et les namespaces. Le gros apport de Docker, il y en a deux, selon moi. C'est que ça apporte en fait une interface simple pour piloter ces fonctionnalités du kernel Linux qui sont pas forcément hyper pratiques à utiliser pour le profane. Et ça fournit aussi un magasin d'images plus connu sous le nom de Docker Hub, même s'il y en a d'autres, d'images donc préconfigurées, librement accessibles. Et Docker, quelles étaient ses promesses? Les promesses qui ont permis un petit peu les aujourd'hui dans l'écosystème, c'est que la promesse c'était qu'on allait rendre l'infrastructure facile aux développeurs et le poil doux, qu'on allait faire des économies par rapport aux VM, parce que les conteneurs sont des workloads qui sont un peu plus légers, puisqu'on n'a pas besoin d'émuler l'OS, même si aujourd'hui avec la virtualisation et les machines virtuelles, on arrive à avoir des perfs très très proches des performances natives grâce aux améliorations hardware. Et ça apporte aussi de la sécurité, mais là encore, il faut voir par rapport à quoi. C'est par rapport au fait que si jamais vous mettez toutes les applications sur un seul et même serveur, les applications, s'il y en a une qui se fait hacker, le hacker a accès à la totalité potentiellement des applications de votre serveur, et c'est a priori normalement pas le cas avec les conteneurs, puisque les cgroups et les namespaces permettent de segmenter les processus dans des contextes bien distincts. Et le vrai avantage de Docker par rapport aux autres solutions, c'est ça vous oblige à utiliser de l'immutabilité, c'est-à-dire que donc, vos images Docker vont être immutables. Vous allez toujours déployer une application immutable, et ça va permettre des déploiements et des mises à jour reproductibles. Et ça, c'est le vrai et le réel apport de Docker par rapport à d'autres façons de travailler. Retour à la réalité, en vrai, technique, on n'a pas inventé grand-chose. On a réinventé les jails BSD ou autres, avec simplement une interface de management simplifiée et la livraison de très très gros binaires, puisque vos images Docker sont ni plus ni moins que des gros binaires sous forme de couches. Cependant, vous avez essayé de jouer un petit peu avec Docker en production, vous vous êtes rendu compte que juste avec Docker, on gère toujours pas la haute disponibilité, ni la tolérance de panne, et encore moins les droits d'accès. Ce qui est compliqué dans un contexte de production, puisque c'est quand même une grosse partie du travail de l'infrastructure. Arrive alors Kubernetes. Kubernetes, c'est un orchestrateur de conteneurs inspiré d'un outil interne de chez Google, ce qui est pas ce qui est probablement une des raisons pour lesquelles ça a quand même plutôt bien marché, puisque ça fait classe de dire qu'on travaille avec des outils qui sont des outils anciennement de chez Google, même si c'est pas tout à fait vrai. Google l'a donné à la CNCF, qui est un spin-off de la Linux Foundation, et ça a été open sourcé en 2015. Et qu'est-ce que permet de faire Kubernetes? Kubernetes permet donc de mettre à l'échelle et de maintenir des applications conteneurisées, donc notamment avec Docker, mais pas que, en fournissant un certain nombre d'objets logiques qui vont être pilotables par API, et ce qui va nous permettre en fait d'abstraire l'infrastructure et de fournir des mécanismes simples pour piloter et déployer toutes ces choses-là. Donc quand on parle de couches d'abstraction, forcément on va ajouter tout un tas d'objets logiques. Donc je vous en ai cité une partie. Donc par exemple, pour la gestion d'une application, vous allez probablement entendre parler, si vous faites du Kubernetes, de pod, de deployment, de replica set, de daemon set, de stateful set. Donc ça fait quand même beaucoup d'objets à retenir. Si on parle de la gestion des droits, vous allez entendre parler de role binding, de cluster role binding, de service account. Et je pourrais continuer très longtemps, puisque l'API de Kubernetes est très très riche, d'autant plus qu'on peut l'enrichir avec des custom ressources. Donc il y a de quoi s'y perdre, en tout cas quand on débute. Et du coup, par extension, c'est un outil qui est très verbeux. Pour lancer un Docker, on peut lancer un serveur web de type Nginx. Vous pouvez simplement faire une commande qui va s'appeler docker run, le nom de votre conteneur -d et le type d'image que vous voulez lancer. Donc on voit que c'est assez concis et qu'effectivement ça simplifie grandement
le lancement d'un serveur web Nginx. Et par contre, dans Kubernetes, on voit que c'est du YAML, c'est très très verbeux. Donc là, on a une quinzaine de lignes juste pour déployer un pauvre serveur Nginx. Et encore, on ne pourra pas y accéder, il sera accessible que depuis Kubernetes et pas depuis l'extérieur. Donc on voit bien que c'est un outil quand même assez... Enfin, pas facile d'accès, en tout cas, pour le néophyte. Mais comme je l'expliquais un petit peu avant, le vrai avantage, c'est que on va rendre nos applications hautement disponibles avec l'utilisation de tout un tas de services, donc les ingress, les services, les deployments, les daemon sets, les nodes, et donc tous ces objets sont utiles et nous permettent d'abstraire l'infrastructure et d'obtenir un service hautement disponible de manière assez simple. Ok, donc on a un outil complexe. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Souvent, l'histoire récente de l'informatique montre que quand on a des outils complexes, il y a des gens qui se disent que c'est pas grave puisque de toute façon il y a une UI, il y a une interface graphique, et l'histoire récente regorge de failles et d'exploits sur des interfaces graphiques que les gens ont malencontreusement laissées ouvertes sur Internet. J'en ai cité quelques-unes, des failles sur des gens qui laissent ouvert des PHP-MyAdmin, des Tomcat Manager, des webmin, pour la partie plus gestion des serveurs Linux. Donc voilà, on connaît tous des histoires là-dessus. J'en ai mis quelques-unes d'ailleurs en annexe, si jamais ça vous intéresse. Et donc du coup, on se dit qu'on a appris de nos erreurs et qu'avec Kubernetes, on ne va pas refaire l'erreur. Et pourtant, il se trouve que Tesla, eux, ils ont fait l'erreur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis à disposition sur un cluster Kubernetes qui était hébergé sur AWS, ils ont mis à disposition le dashboard de leur cluster Kubernetes. Des hackers l'ont trouvé. Ils se sont rendus compte que cette UI n'était pas protégée par un mot de passe et qu'elle était disponible comme ça ouverte. Et donc en fouillant un petit peu, ils ont réussi à récupérer des credentials pour des buckets S3 de production et donc, du coup à pénétrer dans d'autres systèmes. Moralité, quand vous mettez à disposition ce genre de service sur Internet, n'exposez pas la console sur Internet, mettez-la vraiment que en interne, et encore, si vous ne l'utilisez pas, ne la déployez même pas. Pourquoi je dis ça? C'est un petit peu radical, je reconnais que je suis un petit peu extrême dans mes propos. Pendant longtemps, j'étais vraiment pas favorable à cette UI, ce dashboard de Kubernetes officiel, puisque c'était une vue qui était très incomplète du cluster. Il y avait pas les CRD, il n'y avait pas tout un tas de choses. C'était assez nul pour débugger. C'est moins vrai maintenant, ils ont bien progressé, donc cet argument n'est plus vraiment valable. Mais l'argument du fait que, en termes de sécurité, c'est quand même une porte ouverte sur votre cluster, à tel point que les cloud providers, en fait, la désactivent par défaut. Donc il n'y a pas que moi qui pense que si vous n'en avez pas besoin, ne la déployez pas. Et comme je suis quand même sympa, je vais vous proposer des alternatives. Si vous voulez vraiment faire du compte Kubernetes, moi ce que je vous conseille, c'est plutôt de comprendre ce que vous faites avec les commandes kubectl. Et après, je peux entendre que tout le monde n'ait pas envie de taper du kubectl, donc la CLI de Kubernetes. Vous pouvez utiliser, il y a plein d'UI qui sont locales et qui sont surtout lancées avec vos droits à vous, donc le droit de l'utilisateur en question, qui sont beaucoup mieux. Donc si vous aimez les lignes de commande et les terminal UI, je vous conseille CanIS. Et si vous préférez les interfaces vraiment graphiques, il y a Mirantis qui a sorti Lens, qui est assez chouette. Pour la métrologie, utilisez le combo Prometheus, ça marche très bien. Il y a des outils payants, ou pas d'ailleurs, qui fonctionnent pas mal. Un autre petit exemple que je vais passer assez vite, c'est Kubeflow. Kubeflow, c'est un dashboard, là encore, qui permet de planifier, c'est un outil tiers que vous installez sur votre Kubernetes, qui va vous permettre de planifier des tâches de machine learning. Et récemment, il y a Microsoft qui a découvert un gang de crypto mining qui détournait des clusters Kubernetes par le biais de Kubeflow. Alors forcément, la quantité de Kubeflow déployée était bien moins importante que le nombre de gens qui déploient le dashboard de Kubernetes. Mais là où ce qui a intéressé beaucoup les hackers, c'était que souvent quand on fait du Kubeflow, on fait du machine learning. Machine learning dit donc GPU, et GPU dit dollars, puisque les GPU sont très pratiques pour miner beaucoup de crypto-monnaies en très peu de temps.
Dans les autres conseils que je vais vous donner, c'est celui d'utiliser une authentification tierce pour se connecter sur votre cluster Kubernetes. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'en fait, en réalité, il n'y a pas de vraie gestion des utilisateurs, les vraies personnes, vous et moi. La plupart des applications et des démons sont, eux, ont un mécanisme pour ça. Dans Kubernetes, il y a les service accounts. Ces service accounts, ils sont authentifiés par des tokens JWT et des certificats, qui se trouvent être difficilement révocables d'ailleurs, puisqu'ils sont signés par le certificat root de votre cluster. Et du coup, c'est pas du tout pratique de gérer vos utilisateurs, donc les vraies personnes, avec soit des tokens, soit des certificats, dans Kubernetes en tout cas, même si ça peut très bien être totalement légitime pour d'autres logiciels, dans Kubernetes, c'est pas pratique. Et du coup, c'est pour ça on conseille d'ajouter une authentification tierce de type OpenID Connect et d'y ajouter après du RBAC. Donc RBAC pour Role-Based Access Control, c'est depuis 2017 la méthode par défaut pour authentifier ou non des utilisateurs et autoriser les actions sur le cluster. Ça permet de donner des droits fins par type de ressource, donc par API, donc par objet logique, comme j'en parlais un petit peu avant, et aussi par type d'accès, donc lecture, écriture, grosso modo. Et ça permet de relier en fait des groupes d'utilisateurs ou des applications à des droits en fait. Et donc, une fois que vous savez ça, je vous conseille d'appliquer le principe de moindre privilège, qui est de dire que si jamais Alice n'a le droit de lister que les conteneurs dans le namespace défaut, on va lui créer un rôle spécifique qui permet que de lister les pods dans un namespace en particulier, et on va binder ce rôle à son user. Bon, tout ça, c'est des conseils assez classiques de sécurité, mais c'est quand même bien de les revoir et c'est bien de les appliquer à Kubernetes. Parce qu'en cas de compromission, donc si on met en place ce genre de pratique, l'attaquant sera limité à un périmètre donné, donc ce qu'on disait juste avant, le namespace, un type d'action en particulier. Si je vous parle de ça, si j'insiste là-dessus, c'est que ce principe de moindre privilège, c'est un vrai chantier à mettre en place. Si jamais vous vous lancez dans Kubernetes et que vous ne réfléchissez pas à ça, vous allez vous retrouver avec tout un tas d'utilisateurs à un moment donné qui vont avoir beaucoup de privilèges, qui vont être habitués à avoir des privilèges, et qui vont être autonomes sur certaines tâches. Et quand vous allez devoir leur enlever, ça va être compliqué parce qu'on ne va pas savoir qui va avoir besoin de faire quoi. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de réfléchir à la partie sécurité. Dès le début du cycle de développement, plutôt le début de la mise en place de Kubernetes. Si vous avez beaucoup d'utilisateurs, ça peut être un petit peu difficile de défaire le sac de nouilles du RBAC. On peut se retrouver avec beaucoup de rôles différents, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont livrés aussi par défaut. Il y a des outils qui permettent d'auditer un petit peu ça. C'est pas très très grand. Il y a 2 outils en ligne de commande qui s'appellent kubectl auth canai ou whocan, qui permettent de voir si un utilisateur en question peut faire quelque chose ou qui peut faire quelque chose sur le cluster. Il y a des outils que j'ai pas encore testés qui s'appellent RBAC Manager qui sont censés simplifier cette mise en place. Il y en a plein d'autres, je vous ai mis quelques liens. Ok. On a parlé un petit peu donc des principes de base de sécurité. Donc moi, depuis une douzaine d'années, je suis ingénieur système et on m'a toujours appris que quand il y avait un problème sur une infrastructure ou sur un code, c'était toujours la faute du réseau. Donc du coup, il va falloir se pencher un petit peu sur cette partie réseau. Donc je vous ai mis une petite architecture simplifiée de Kubernetes. Donc Kubernetes, c'est grosso modo découpé en 2 types de serveurs. Il y a les serveurs master et les workers. Côté serveur, on a l'API serveur, donc qui permet de répondre à toutes les requêtes et de gérer nos objets logiques. Côté persistance, tout ça c'est stocké sur une base de données clé-valeur qui est répliquée entre les différents masters qui s'appelle etcd. Et les workers, de leur côté, ils ont un kubelet et un kube proxy qui va périodiquement attaquer l'API serveur pour savoir si il y a des tâches à faire, des nouveaux pods à déployer ou des choses à faire, et interagir donc du coup de cette manière. Donc maintenant qu'on a un petit peu cette architecture simplifiée en tête,
Ben, on va un petit peu enfoncer des portes ouvertes, hein. Tous les flux doivent être chiffrés, en particulier ceux de Kubernetes lui-même. Donc ça veut dire que l'API serveur, etcd et cetera, il faut pas faire des flux, non chiffrés puisque, il y a des informations, potentiellement confidentielles qui circulent entre ces composants. Et c'est pas parce que vous êtes dans votre data center à vous ou sur un cloud provider. Edward Snowden nous a montré que des gens potentiellement soi-disant bien intentionnés ne l'étaient pas forcément. Donc en sécurité, il faut être parano. Moi, je vous conseille de chiffrer tous les flux. Dans les conseils réseau, là encore, je vais enfoncer peut-être des portes ouvertes, mais ne mettez pas des API ouvertes sur Internet. Les API, elles n'ont pas besoin d'être ouvertes sur Internet, elles ont besoin d'être ouvertes que sur votre LAN. Je vous ai mis 3 exemples de 3 composants différents. Donc, le premier, c'est un article de Unit42 qui a fait un scan et qui, à un moment donné, avait trouvé plus de 2000 Docker Engine, donc l'API de Docker Engine, exposés sur Internet et de manière non sécurisée en plus. Même si c'était sécurisé, de toute façon, il suffit qu'il y ait une faille de sécurité pour que derrière, quelqu'un prenne la main sur votre cluster. Donc, il n'y a aucune raison de laisser l'API du Docker Engine ouverte sur Internet. Un autre article de Forearmed qui parle de etcd, donc quelqu'un qui avait laissé un cluster etcd ouvert sur Internet, donc là c'est pareil. Hein. Et un dernier article sur Kubelet. Le Kubelet, c'est le démon qui va sur les workers chercher les infos sur l'API server, comme je vous ai dit juste avant. Et c'est pareil, il n'a aucune raison, c'est que le Kubelet n'a aucune raison d'être exposé sur Internet. Ok. Donc, encore un autre point un petit peu sur le réseau dans Kubernetes. Là, c'est plus un problème, entre guillemets, de Kubernetes qu'autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, dans un cluster Kubernetes, toute la gestion du réseau est à plat. C'est-à-dire que vous allez avoir un gros CIDR dans lequel vous allez avoir toutes vos adresses IP, un gros pool d'adresses IP, et tous les conteneurs, donc tous les pods, dans la terminologie Kubernetes, sont capables de communiquer par défaut avec n'importe quel pod qui est sur n'importe quel autre node. Et c'est vraiment open bar et il faut en être conscient. Et si je prends l'exemple d'une architecture 3 tiers, c'est front discute directement avec la base de données sans passer par le back. Et donc du coup, on ne veut pas que ce réseau de type open bar soit ouvert comme ça. Et une façon de restreindre les accès, c'est d'ajouter ce qu'ils ont appelé des network policies, qui est un autre complémentaire, qui va définir quelle application peut communiquer avec quelle autre, dans quel sens, donc ingress ou egress. Donc, et ça, c'est géré avec des labels. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où vous activez les network policy, c'est tout ou rien. Donc, c'est-à-dire que vous êtes obligé de lister la totalité des flux que vous voulez autoriser à partir du moment où vous mettez des network policy sur un conteneur. Là encore, ça va être un gros chantier et je ne peux que vous conseiller de mettre en place, si vous souhaitez mettre en place des network policies, de le faire dès le début. J'ai vu un talk en 2018 de Monzo Bank, du CTO de Monzo Bank, qui nous expliquait qu'ils avaient passé énormément de temps à réécrire toutes les network policies pour la totalité de leurs 1500 microservices, ce qui donne cette espèce d'affreux graphe coloré que je vous ai mis en plein milieu de mon slide. C'est pas de l'art, c'est 1500 microservices qui discutent et qui sont sécurisés les uns avec les autres. Donc si vous voulez éviter d'avoir à faire ce sac de nouilles a posteriori, faites-le dès le début. Je viens de vous dire que les network policies c'était complexe, mais on peut faire encore plus complexe. Alors ça c'est une petite blague, mais on peut se passer de toutes les network policies et tout un tas de choses d'ailleurs avec les services mesh. Les services mesh, c'est un logiciel qui va nous permettre d'abstraire toute la couche réseau et sécurité dans notre cluster Kubernetes et pour nos applications. Et du coup, on va déléguer tout un tas de choses, la gestion du trafic, mais aussi plein d'autres choses dont je vais parler juste après, à ce service mesh. Et du coup, ça permet de simplifier le développement de nos applications, puisque du coup, on se retrouve du coup à faire des applications web toutes bêtes, sans authentification, sans TLS, etc. Puisque, en fait,
toute la gestion TLS, tout le firewalling, les ACL, les analyses des data en temps réel pour des audits et les forensics peut être faite avec le service mesh. Ça sert pas qu'à ça, ça sert aussi à faire du A/B testing, du canary. Ça apporte plein de features, c'est énorme, mais c'est aussi souvent des usines à gaz, les services mesh. C'est pour ça que je disais qu'on pouvait faire encore plus compliqué. Déléguer en fait toutes ces couches à un service mesh, ça nécessite d'être quand même assez calé sur le service mesh en question, puisque ça fait quand même le café. Donc voilà. Si vous avez des gens qui sont aguerris en service mesh, allez-y, ça vous délestera de beaucoup de choses, ça vous permettra de vous faciliter beaucoup de choses dans le développement de vos applications. Mais voilà, il faut quand même s'y connaître un petit peu parce que c'est pas trivial. On a sécurisé nos API, on a sécurisé le réseau. Maintenant, il est temps de sécuriser les conteneurs. Donc, dans les débuts des conteneurs Docker, on avait un petit peu cette espèce d'idée magique qui était de dire que comme l'application était dans un conteneur, on était sécurisé. Et en fait, c'est pas du tout vrai. D'abord, la première raison pour laquelle c'est pas vrai, c'est que les conteneurs, en tout cas tel que c'est fait aujourd'hui dans Kubernetes, utilisent la même table des user ID que l'autre sur lequel on fonctionne. Donc, quand vous lancez un conteneur dans Kubernetes en tant que root, si l'image Docker est lancée en tant que root, le binaire que lance l'image Docker est lancé en tant que root. Ce qu'il faut savoir, c'est que le binaire est aussi lancé en tant que root sur le worker Kubernetes sur lequel vous le déployez. Alors, ce sera un utilisateur root qui sera un petit peu restreint grâce au cgroup et au namespace. En théorie, il ne pourra pas voir l'arborescence des processus, il ne pourra pas voir la totalité du file system de l'hôte. Mais c'est quand même assez dangereux. Si pour une raison ou pour une autre, vous avez mal configuré quelque chose ou qu'il y a une faille de sécurité, ça sera très très facile, du coup, pour un attaquant de récupérer la main sur le serveur complet, et donc du coup, sur la totalité du cluster. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour JW Player, qui est une des rares sociétés qui veut bien témoigner du fait qu'ils se sont fait trouer leur cluster. Ils avaient lancé un service de supervision qui s'appelait Weavescope, qui avait été créé avec des privilèges importants. Donc le privileged, c'est l'équivalent du root, et qui était accessible sur Internet par erreur. Et la combinaison de ces deux facteurs, de ces trois facteurs du coup, puisqu'il y avait une faille de sécu dans Weavescope, a fait qu'un crypto miner a été déployé sur leur cluster. Alors heureusement, comme ils avaient du monitoring, ils s'en sont rendus compte très vite, puisque les hackers ont été assez mauvais et n'ont pas désactivé la supervision. Mais du coup, voilà, donc là c'était le combo, c'était conteneur privilégié accessible sur Internet. Donc voilà, c'est fin du game. Pour éviter ça, une façon de faire, c'est d'interdire qu'il y ait des conteneurs de type root qui s'exécutent sur vos clusters Kubernetes. Et jusqu'à il y a peu de temps, on pouvait faire ça avec des pod security policies, qui sont tout un tas de politiques de conformité qui imposent des règles sur les objets qu'on déploie dans le cluster Kubernetes, notamment les pods. Il y a un autre exemple aussi de ce qu'on pouvait faire avec les pod security policies, c'était on pouvait empêcher un conteneur de monter le slash. Ça permet d'empêcher un hacker qui a pris la main sur votre conteneur de bypasser les limitations des codes du conteneur et de monter le file system de l'autre. Je vous ai mis un lien sur un petit meetup, un autre meetup qui en parle notamment, pas que de ça, mais en partie. Sauf que on vient d'apprendre, entre guillemets, donc c'est tout frais, que dans Kubernetes 1.1.21, les pod security policy étaient dépréciées. Elles seront retirées en 1.25 si je ne me trompe pas. Et il va falloir remplacer toutes vos pod security policies si vous en avez fait par un autre mécanisme, notamment OPA, One Policy Agent, qui permet de faire la même chose en plus complexe, mais aussi en plus complet. Si vous voulez une petite introduction sur OPA et Gatekeeper, qui est l'implémentation d'OPA dans Kubernetes, j'ai fait un article que je vous ai mis en lien. Vous verrez, c'est une autre façon de faire, mais on peut faire tout ce qu'on pouvait faire avec les pod security policy et même plus. Ensuite, ce qu'il faut évidemment savoir, c'est que vous allez déployer des tas d'applications avec des images.
Ces images, elles embarquent des logiciels, des Node.js, du .NET, des JVM, et il y a des failles de sécurité qui sortent sur ces logiciels toutes les semaines. Et plus vous avez un écosystème hétérogène, plus vous allez avoir de failles de sécurité dans vos applications. Donc pour éviter d'avoir des failles trop importantes, ce qu'on conseille, c'est de rajouter un utilitaire qui va faire un scan des images au moment du build et aussi au moment où elles sont stockées sur les registries. Je vous ai mis quelques exemples de scanners statiques. Il y en a d'autres, il y en a des payants aussi. Là, ceux que je mets sont open source, sauf erreur. Je vous ai mis que des outils gratuits et open source. Concrètement, ça va vous donner une interface qui va vous permettre donc d'afficher pour chaque image Docker s'il y a des failles qui ont été détectées ou pas. Et côté intégration continue, vous pourrez rajouter des quality gates pour bloquer le build des images qui ne correspondent pas aux exigences de sécurité avant même qu'elles soient stockées sur votre registrie d'images. Ce qui est très important aussi, là encore, un principe de base de sécurité, c'est que il va falloir réduire le plus possible la surface d'attaque. Pour réduire l'impact et le risque aussi d'une compromission, on va mettre le moins de dépendance possible dans les images. Donc on ne rajoute pas tous les modules à terre, on met que ceux qu'on a besoin. On ne rajoute surtout pas dans l'image Docker des binaires qui pourraient être utiles aux attaquants. Ça peut être des trucs assez triviaux comme ping, traceroute. Ça peut être des outils un peu plus touchy comme GCC. Tout ça, tous ces outils qui peuvent paraître inoffensifs sont des outils qui sont très utiles aux attaquants et qui vont leur permettre de rebondir si jamais ils arrivent sur un conteneur. S'ils ont ces outils-là, ils vont pouvoir rebondir plus facilement sur d'autres conteneurs et potentiellement prendre l'accès à votre cluster. Faut aussi, si vous avez des processus de build assez compliqués, vous pouvez tirer parti des multistage build dans Docker qui vous permettent de définir des images de build et des images de run. L'image de run ne contenant par exemple que le runtime, le build contenant tous les outils qui sont nécessaires au build, et typiquement je parlais de GCC, on pourrait très bien avoir une image de run qui n'a pas GCC, qui a juste la libc, alors que l'image de build qui build le package, elle la contient. Et surtout pas de shell. Alors ça va être pénible après pour débugger si jamais vous avez un conteneur qui a des soucis, mais si vous n'avez pas de shell, ça aidera pas du tout l'attaquant qui prend la main sur votre conteneur. Donc pas de shell dans les images Docker, si possible. Et une fois que tout ça est mis en place, vous pouvez vérifier que ce que vous avez fait est bien. Donc il y a des outils qui permettent d'auditer les applications qui sont présentes dans vos clusters. Donc je vais citer kubeaudit et kubescan, qui va vous dire si ce que vous avez déployé est à risque ou pas. Et dernière couche de sécurité qu'on peut rajouter, il existe des systèmes qui vont détecter les comportements anormaux sur vos clusters. Ça peut paraître assez magique, c'est assez bluffant. C'est basé sur, la plupart du temps, c'est basé sur eBPF. Je vous cite Falco, il y a aussi Cilium. Falco, c'est donc un système d'intrusion, de détection d'intrusion pour les projets cloud native, donc notamment pour Kubernetes. Et Cilium, en fait, c'est un plugin de CNI, donc pour le réseau dans Kubernetes, mais qui a aussi rajouté une couche de sécurité avec eBPF, qui permet de détecter des choses anormales qui se passeraient sur vos clusters. C'est très bluffant, c'est très très puissant. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil là-dessus, c'est assez costaud. Ça utilise côté kernel en fait des programmes BPF qui détectent les comportements anormaux. Par exemple, on se rend compte que si il y a quelqu'un qui est en train de copier le fichier Shadow, c'est probablement quelqu'un qui essaye de dumper la base de mots de passe de votre système. Donc voilà, c'est des choses qui ne sont pas normales. Et du coup, ça va soit vous déclencher des alertes, soit vous les bloquer. Ok, donc on a quand même fait pas mal le tour. On a fait les applications, le réseau, les API et l'infra dans tout ça. Alors d'abord Kubernetes lui-même. Kubernetes, donc, qui est un logiciel d'infrastructure, lui-même il a des failles. Du coup, la CNCF a commandé un audit du code de Kubernetes qui était partiel dans un premier temps et qui est étendu au fur et à mesure. Et ça a permis notamment de détecter 37 vulnérabilités qui ont pu être corrigées.
Je ne sais plus s'il y avait grand-chose de très très grave dedans. En tout cas, la moralité, c'est que des failles, il y en a, notamment dans Kubernetes. Il y en a 3 grosses qui sont sorties donc depuis 2018. En 2018, il y avait une faille sur l'API server qui était assez grave parce qu'elle permettait à n'importe qui d'exécuter des commandes arbitraires sur l'API server et donc sans authentification, bien sûr. Et donc, du coup, de prendre la main sur votre cluster Kubernetes. En 2019, il y a eu une faille sur runC qui permettait de sortir du conteneur. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de ne pas avoir des conteneurs qui fonctionnent en route. Puisque du coup, avec cette faille-là, on pouvait sortir route directement sur le worker. En 2020, il y a une faille qui est sortie sur le Kubernetes Controller Manager, qui est un des composants que je n'ai pas cité, mais voilà, qui est un autre composant important de Kubernetes. Et la moralité, c'est qu'il faut donc mettre à jour régulièrement, mais forcément, c'est pas forcément simple. Je vous ai mis un talk assez intéressant de Zalando qui livre en continu des clusters Kubernetes multi-régions et avec des volumes et qui rencontrent plein de problématiques pour la mise à jour de leur cluster. Ce qu'on peut faire aussi, c'est vérifier régulièrement que le cluster respecte les bonnes pratiques en termes de sécurité. Il y a 2 outils. Il y en a un qui s'appelle KubeHunter qui va faire un scan réseau des vulnérabilités triviales. Ce que j'entends par vulnérabilité triviale, c'est un kubelet qui est non authentifié. Toutes les choses dont on a parlé au début du talk. Il y a aussi KubeBench qui est un outil de type benchmark CSI qui va vérifier que vous respectez bien toutes les bonnes pratiques pour Kubernetes. Et voilà. Et donc, je vous ai bien assommé avec tout un tas de choses qu'il fallait sécuriser. Donc du coup, maintenant, vous savez que demain, vous avez du boulot. Ce slide, je le trouve incroyable. Je l'ai piqué à Duffy Cooley, qui est quelqu'un qui bosse chez VMware, en tout cas qui bossait, et qui faisait en conclusion, un petit peu comme moi, la liste plus ou moins exhaustive de tout ce qu'il faut sécuriser dans un cluster Kubernetes. Peut-être même qu'il en manque. On en a parlé déjà d'un paquet. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Comme on peut le voir, sécuriser Kubernetes, c'est pas trivial. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est très complexe. Et donc ma conclusion, un petit peu provoque. La conclusion, c'est que ne déployez pas Kubernetes si vous n'en avez pas besoin. Ça peut paraître amusant de la part de quelqu'un qui fait du Kubernetes toute la journée. Mais je pense j'espère vous avoir convaincu que si jamais vous n'avez pas besoin de Kubernetes, que vous avez juste un petit CRM avec quelques centaines d'utilisateurs, peut-être que ça vaut pas le coup de déployer ça sur Kubernetes, parce que c'est un outil complet et complexe. Mais si jamais vous avez vraiment le besoin de Kubernetes, parce que ça résout des problèmes, ça résout vraiment des besoins, faites-le. C'est un très très bon outil. Moi, ça m'a simplifié grandement la vie en tant qu'ingénieur infrastructure dans des problématiques complexes. J'en parle sur mon blog. J'essaye de démystifier un petit peu le FUD autour de Kubernetes, puisque justement, au-delà du fait que ce soit hype, il y a aussi pas mal de gens qui pensent que c'est une mauvaise idée. Et je pense que c'est un petit peu plus nuancé que ça. La deuxième conclusion, c'est qu'il y a beaucoup de choses à sécuriser dans Kubernetes, et pas seulement de l'infrastructure. Il y a aussi une grosse partie de la sécurité dans Kubernetes qui nécessite que les développeurs s'y intéressent. Et c'est pour ça que je conseille aussi de former, pas que les ops, mais aussi les développeurs à Kubernetes. Et le dernier conseil, c'est qu'il faut sécuriser dès le début pour ne pas se retrouver complètement sous l'eau 2 ans plus tard avec un cluster Kubernetes qui correspond à aucune norme de sécurité et un chantier titanesque sur lequel vous n'arriverez pas à voir la fin. Et c'est tout pour moi. Et si pour les questions, je suis disponible. Merci Denis en tout cas pour ce talk très complet sur la sécurité. On a des questions en effet. On en a une première de Sébastien qui te demande, Denis, un avis sur Kyverno par rapport à OPA. Alors, je vais pas avoir honte de dire que j'ai pas regardé Kyverno. Effectivement, j'ai vu que Kyverno pouvait faire aussi effectivement ce genre de choses.
Donc voilà, j'ai j'ai découvert Kyverno il y a 3 semaines à la KubeCon et j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. Euh, j'ai cru voir que ça se pluguait bien avec, euh, avec Customize, pardon, j'avais mangé le mot. Mais donc du coup, non, j'ai pas d'avis. Euh, j'ai un avis sur OPA. Les politiques de sécurité et de conformité en Rego, c'est vraiment très pénible à écrire. Heureusement, il y a une grosse communauté qui en a écrit plein déjà, et notamment toutes celles qu'on pouvait faire avec les PSP. Mais à maintenir soi-même, ça me paraît assez pénible. Voilà. Donc si Kyverno fait plus simple, franchement, je suis preneur. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Pour le moment, j'en vois pas d'autres. On va attendre un petit peu. En attendant, Denis, où peut-on te suivre? J'ai vu notamment le blog. Est-ce que tu as d'autres réseaux sur lesquels tu es actif et où on pourrait te Alors, poser des questions éventuellement? oui, alors bah, s'il y a des gens qui veulent me poser des questions après, ou même tout court, vous pouvez me contacter sur Twitter. Donc j'ai mon @zwindler pour mon compte perso et Zwindler RFLX pour juste le blog si jamais vous n'avez pas envie de me, me voir écrire des bêtises. Sinon, bah oui, voilà, c'est déjà entre le blog et Twitter, je pense que c'est déjà pas mal. Après, s'il y a des gens plus pros qui veulent me contacter, il y a aussi LinkedIn, mais je pense que vous arriverez tous à me trouver avec mon nom de famille et mon prénom. Présent un peu partout. Je ne vois pas d'autres questions. S'il y en a plus, on va certainement s'arrêter ici. En tout cas, merci Denis, c'était super intéressant. J'espère que toi, tu t'es éclaté aussi Ouais, à présenter ouais, mais ce c'était meet-up super et cool. ce sujet. Super, du coup. Merci à tous, en tout cas, sur... une petite Ah, dernière. Donc, question de Thomas. Bonjour Thomas, d'ailleurs. Euh, As-tu un avis sur les solutions managées des différents cloud providers? oui, j'ai un avis. Peux-tu Je vais nous le dire? peut-être, voilà, je vais peut-être développer un petit peu. Les Kubernetes managés, c'est une très bonne chose. C'est assez, moi, je suis assez pour. Le problème, c'est que c'est assez coûteux. Donc, il faut vraiment faire la balance entre les deux. Déployer du Kubernetes soi-même, je l'ai fait, je le fais. C'est très pénible. Il faut vraiment des gens qui sont calés, notamment pour toute la partie conformité de l'installation, sécurisation de l'installation. Voilà, faut des gens qui sont quand même bien calés. Sur une petite équipe de dev ou même des devs avec juste quelques ops, moi je conseille effectivement, ça c'est une bonne de partir sur du Kubernetes managé, parce que justement toute cette un petit peu mystique sur l'installation de Kubernetes, parce que mine de rien, c'est quand même plein de composants différents d'infrastructures. Ça peut valoir le coup de s'économiser cette maintenance. Après, voilà, c'est pas donné. Il y a le risque que vous puissiez pas refaire machine arrière après si jamais vous décidez de le hoster vous-même. Mais cela dit, il y a très très peu de gens qui hostent eux-mêmes du Kubernetes. C'est assez rare. J'ai travaillé, mes deux précédentes boîtes l'ont fait, la boîte dans laquelle je bosse aujourd'hui le fait, c'est mon dada, mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, il y a beaucoup de choses à savoir faire, donc si jamais vous voulez mettre un pied dans Kubernetes, clairement les cubes managés c'est la meilleure chose à faire, sauf à Merci beaucoup. investir énormément Ce dans qui une peut coûter équipe cher, en effet, à la longue, en d'experts. fait. Impeccable. Je pense qu'on en a terminé avec les questions. Du coup, merci à tous en tout cas d'être venus à ce meet-up aujourd'hui. On se revoit peut-être le 17 pour le DevOps Lille. Et puis rendez-vous aussi à Clone Nord, mais plutôt en octobre. Et puis on vous souhaite en tout cas une bonne journée à tous et on espère que ça vous a plu et à bientôt. Au revoir Denis.